Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 20 octobre 2020 et les indices américains ont terminé la séance d'hier proche de leur plus bas journalier avec un S&P 500 qui a chuté de 1,63% en baisse pour la quatrième fois en 5 séances avec ses 11 secteurs en territoire négatif. Le Nasdaq, lui, s'est replié d'1,65% et connaît sa plus longue série de baisses depuis août 2019, soit 5 séances de baisse consécutives, comme le Dow Jones qui se replie de 1,44% quand le Russell 2000 baisse de 0,98%. Alors lors de la session en Asie Pacifique, on a pu assister à un retour de la version au risque avec le Nikkei qui baisse de 0,5%. En Australie, le S&P ASX 200 se négocie à la baisse de 0,7% et le Kospi coréen de à moins 0,1%. Et les indices chinois évoluent, s'échangent de manière mitigée. En Europe, on tente ici de se redresser avec un DAX en données H4 qui vient s'attaquer à sa SSB, à son bas de nuage à 12 824 points quand le CAC 40 est en données H1 au-dessus de son nuage à 4 959 points. Et on notera ici sur le S&P 500 cette formation d'un éventuel double top, une formation qui est toujours en cours et qui pourrait être annonciatrice d'un repli considérable des marchés actions. Alors à noter que Nancy Pelosi et Stephen Mnuchin ont continué à réduire leurs divergences lors des discussions d'hier concernant le plan de relance, mais ne sont toujours pas parvenus à un accord. Et Donald Trump a confirmé qu'il participerait au prochain débat présidentiel, mais a exprimé son mécontentement par rapport au fait que l'animateur pourrait éventuellement couper son micro. Et un tremblement de terre de magnitude 7,4 a été enregistré au large de la côte sud de l'Alaska. Une alerte au tsunami a été émise et les localités voisines ont été évacuées. Alors le procès verbal de la RBA a montré que les banquiers centraux australiens mettront davantage l'accent sur l'inflation réelle plutôt que sur l'inflation prévue, attendue. Par ailleurs, Kent de la RBA a déclaré qu'il était nécessaire de continuer à soutenir l'économie. Alors hier, effectivement, il y a eu un meeting ministériel des pays membres de l'OPEP+. Le prolongement de la période de réduction de la production n'a pas été discuté. Et selon un sondage Reuters, il y aurait 40% de chances de ne pas parvenir à un accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et concernant le Covid-19, le PDG de Moderna a déclaré que les résultats intermédiaires des essais de son vaccin Covid-19 sont attendus en novembre. Et on a pris connaissance des résultats d'IBM qui a déclaré un bénéfice par action de 2,58$ au troisième trimestre et des recettes de 17,6 milliards de dollars. Des résultats inférieurs à ceux de l'année dernière, mais conformes aux chiffres préliminaires publié au début du mois. Et le calendrier économique aujourd'hui est encore une fois quelque peu allégé. Et donc, ce sera encore une fois une séance de tous les accords. L'accord aux États-Unis concernant la relance budgétaire, l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, donc ce fameux accord commercial, mais ce sera également une séance qui sera rythmée, hormis ces quelques chiffres, les permis de construire est mis en chantier à 14h30 et donc quelques chiffres dont nous avons d'ores et déjà pris connaissance en provenance d'Allemagne et d'Europe. On prendra connaissance, on écoutera avec attention des discours des membres de la Réserve fédérale américaine, on prendra connaissance des stocks de pétrole brut à 22h40, mais surtout, on prendra connaissance des résultats de Netflix, entre autres, après le marché. Donc voilà pour le calendrier économique du jour. Nous allons nous intéresser à présent à la situation technique du marché action. Nous allons donc nous intéresser aux indices boursiers et on va débuter par le DAX en données journalières. Un DAX qui colle toujours à sa SSB, donc à ce bas de nuage Ishimoku ici que l'on peut retrouver aux alentours des 12 830 points, 12 825 points dans une tentative de réintégration du nuage pour pourquoi pas aller rallier les 12 868. En données H4,
On a une tentative ici de repasser au-dessus de la précédente ligne de coup, hein. Je vous rappelle ici, nous avions une épaule tête-épaule et cette oblique baissière matérialise la ligne de coup de cette figure chartiste. Et donc, nous sommes en plein pullback. On tente de se hisser au-dessus pour aller chercher les 12 870 points. C'est l'objectif à aller chercher si on parvient à poursuivre, hein, dans cet élan haussier. En revanche, hein, s'il y a un échec dans le franchissement de cette zone-là, les 12 870, qui constitue le dernier rempart avant la moyenne mobile à 200 périodes en H4. Alors dans ce cas-là, on pourrait se replier en direction des 12 700 points. Et les 12 700 points sont bien le dernier rempart avant les 12 526. Alors on n'est pas allé jusque-là, hein, précédemment. Nous nous sommes arrêtés aux 12 580. Donc prudence, hein, pour le DAX. Un DAX qui pourrait être dans l'incapacité de passer au-dessus des 12 870. S'il y parvient, il faudra s'affranchir après de cette moyenne mobile à 200 périodes, que l'on retrouve également d'ailleurs en H1 ici. Cette moyenne mobile à 200 périodes qui a borné la hausse, hein, malgré cette mèche supérieure en début de séance hier, qui a permis d'aller chercher le seuil symbolique des 13 000 points avant de se replier à 12 700. Et on retrouve ici encore une fois en données H1 cette oblique baissière, cette ligne de coude de la précédente ETE. Et donc encore une fois, ces niveaux à aller franchir. On n'y arrive pas pour le moment, pour espérer aller chercher 12 870. Donc cette oblique baissière sera une frontière entre perspectives haussières et baissières. Tant qu'on est en dessous, les perspectives restent baissières. On pourrait se replier pour aller chercher le seuil psychologique à 12 700 points. En revanche, si on arrive à s'en affranchir ici, il faudra s'attaquer aux 12 870. Et là, on pourrait envisager un DAX qui va aller chercher sa moyenne mobile à 200 heures à 12 933. Donc le dernier rempart avant le seuil symbolique des 13 000 points. Mais attention, hein, étant donné effectivement que les chiffres du Covid sont la première source d'inquiétude actuellement et que effectivement il y a deux dossiers brûlants en cours, hein, notamment l'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni et ce plan de relance aux États-Unis. Alors qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 qui progresse à 4960 avec cette belle bougie verte en direction donc de notre oblique baissière qui a renvoyé précédemment, hein, je vous le rappelle, les cours à la baisse. Donc ici, ce sera l'élément qui nous permettra de déterminer notre biais. Donc si on parvient à s'affranchir de cette oblique baissière, on pourra aller chercher ici les 5077 points. En revanche, si on échoue, les perspectives resteront baissières, hein, pour le CAC 40 avec les différents niveaux à aller chercher à ce niveau-là. Et on pourrait aller revisiter ici le précédent creux du 15 octobre à 4800 points. Donc tout dépendra ici de la capacité ou non du CAC 40 à s'affranchir de cette oblique baissière. On passe à présent aux indices américains avec un repli ici du Nasdaq, hein. Nous allons débuter dans un premier temps sans Ishimoku. Nous étions sortis donc de ce diamant pour aller chercher l'objectif d'Osoda, la projection V. Le repli s'est quelque peu approfondi. On est revenu effectivement sur ce niveau, les 11 585, une précédente projection V. On a profité pour rebondir dessus et tout l'enjeu pour le Nasdaq est de repasser au-dessus des 11 770, ce qui ouvrirait la voie à une hausse plus conséquente en direction des 11 884. Hein. Mais prudence avec la publication des résultats de Netflix, hein, notamment après la fermeture du marché américain. Tout l'enjeu sera de savoir si Netflix a réussi ou non à augmenter son nombre d'abonnés. Donc c'est le nombre d'abonnés qui sera suivi concernant Netflix et cela pourrait déterminer la tendance à moyen terme pour les valeurs technologiques, pour l'indice à forte connotation technologique, le Nasdaq, qui doit réussir à s'affranchir, à s'installer au-dessus des 11 770 pour espérer retrouver éventuellement le seuil psychologique des 12 000 points. Le Dow Jones ici, alors très rapidement sur ce graphique, car souvenez-vous, c'est le graphique sur lequel nous avons maintenu nos trois objectifs E3 de ce double bottom.
que nous ne cessons d'évoquer. Alors le Dow Jones est revenu se replier en direction de E3. Donc E3 qui a été testé pour la seconde fois dernièrement, on le voit ici une première fois, une seconde fois, et donc ce premier rebond, ce premier test a abouti à un rebond, une progression à la hausse, et donc nous ne sommes pas parvenus à aller chercher le précédent sommet. Et donc par la suite, dans un second test, nous avons tenté de repartir à la hausse et nous avons marqué un sommet inférieur au précédent, et donc cela nous donne une oblique baissière et une probable figure chartiste que l'on verra plus clairement ici en données H4, un probable triangle descendant. À noter que la borne inférieure est renforcée à ce niveau-là par la moyenne mobile à 100 périodes, et donc en cas de passage en dessous de la moyenne mobile à 100 périodes pour le Dow Jones en données H4, ce serait un signal de vente et l'objectif serait aux alentours des 27 340. Donc il faudra attendre ici un franchissement de la borne inférieure de ce triangle descendant, borne inférieure renforcée par la moyenne mobile à 100 périodes, pour espérer aller chercher les 27 340 points, projection de Soda qui nous permettrait de finaliser cette vague baissière ici. Mais à noter que en attendant, on pourra aller chercher la borne supérieure ici. Donc ça pourrait ne pas être dans l'immédiat. Nous allons ajouter Ishimoku pour peut-être un petit peu plus de précision, un peu plus de visibilité. Effectivement, nous sommes dans l'enceinte du nuage, et donc une progression, un test de la SSA est tout à fait envisageable. Il y a tout de même une barrière intermédiaire à 28 380 points, notre Kijun ici. On passe à présent au S&P 500 qui est revenu échouer sur son support qui était une précédente résistance que l'on retrouve ici. C'est le support actuellement. Si on enfonce ce support, les perspectives seront clairement baissières. Donc prudence pour le moment. Le S&P 500 devrait tenter d'aller rallier ici son palier de Kijun à 3453 s'il ne parvient pas à s'en affranchir, car s'en affranchir lui permettrait de tester le bas de nuage à 3470. S'il ne parvient pas, donc ici, il pourrait se replier pour un autre test de cette zone de support. Si cette zone cède, on pourrait aller en dessous des 3400 points et approfondir le repli, donc ce qui nous donnerait un premier signal d'alerte pour le S&P 500 que nous allons donc ici analyser en données journalières. Encore une fois, un probable double top avec une ligne de coup à 3195. En cas de franchissement de la ligne de coup, on pourra aller chercher les 2800. Alors, ce qui pourrait déployer ce scénario, c'est bien entendu les perspectives de confinement et les craintes d'un couvre-feu aux États-Unis, à l'image de ce que nous constatons actuellement dans certains pays du Maghreb, mais principalement en Europe. Et donc ici, une telle situation aux États-Unis entraînerait un repli qui nous permettrait, ce ne sont que des hypothèses, je le précise, qui nous permettrait de finaliser le second top en direction de la ligne de coup, et une cassure de cette ligne de coup pourrait intervenir lors des élections américaines. Alors je vous rappelle que les élections américaines, nous prendrons connaissance des résultats des élections américaines, il me semble, ce serait à ce niveau le 3 novembre. Alors c'est légèrement après, c'est très exactement ici. Donc 3 novembre, résultat des élections américaines. Donc prudence, c'est à ce moment-là qu'on pourrait assister à un signal de vente avec un repli prononcé. Cette hypothèse pourrait se confirmer, donc effectivement avec donc une impasse politique déjà concernant le plan de relance qui pourrait nous repousser à ce niveau-là, et une situation pandémique qui nous permettrait d'aller nous rapprocher de la ligne de coup et d'éventuelles élections américaines qui nous donneraient un signal baissier avec un repli considérable ici pour le S&P 500 en cas de réalisation de l'objectif théorique. Alors ce ne sont que des hypothèses, et d'ailleurs pour émettre des hypothèses, bien entendu, il faut être renseigné sur les différents scénarios, et c'est exactement notre but. Donc une vidéo sera publiée dans l'après-midi concernant les élections américaines. Nous allons nous intéresser aux probabilités de victoire de Biden et de Donald Trump. Nous allons nous intéresser aux différents marchés qui pourraient être impactés, et donc une vidéo qui sera dédiée aux élections américaines
13 jours avant le jour J, et donc le jour J qui est bien entendu le 3 novembre. Une vidéo qui sera publiée en début d'après-midi et qui se concentrera essentiellement sur les élections américaines. Qu'en est-il du S&P, du Nasdaq, pardon, en données journalières? Ici, toujours au-dessus de son nuage journalier. On observe une faiblesse à venir lors de la dernière semaine du mois de novembre, avec un plat de nuages ici et même un twist à ce niveau-là. Presque un twist, hein, une grande faiblesse. Le premier twist est le 24 octobre, mais une faiblesse qui se maintient jusqu'aux élections. Donc prudence, hein, ce fameux passage du nuage journalier pour le Nasdaq pourrait intervenir suite aux élections américaines, hein. Je vous rappelle que les cours ont intégré le nuage à la mi-septembre sans parvenir à en sortir. Les cours ont refait une tentative début octobre, mais ils en sont sortis par le haut. Et à présent, il n'y aura plus de nuages pour soutenir le Nasdaq, pour permettre au Nasdaq de rebondir. Le Nasdaq sera livré à lui-même. Donc prudence, très certainement. Une période de repli, une phase de correction très prononcée, hein, pour les indices américains très prochainement. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va débuter comme à notre habitude par le métal jaune, le gold, métal précieux par excellence, toujours en dessous de son nuage, avec toujours cette Kijun qui fait office ici de résistance, une Kijun, hein, qui pourrait être apparentée au 1916, hein, en intraday. Ici, la Kijun est à 1910, hein, par contre, et on se souvient ici, hein, de cette faiblesse de nuages à la dernière semaine du mois de novembre. Donc peut-être des événements qui pourraient accélérer les choses, hein, cette dernière semaine de novembre. À l'aube des élections américaines, on constate également une faiblesse de nuages en données journalières sur le gold. Alors, donc très certainement une situation qui va se décanter la semaine prochaine avant peut-être le coup de grâce aux élections. Alors excusez-moi d'insister, mais il faut savoir que ces élections seront, on les qualifie déjà d'élections du siècle, ce seront des élections historiques. On passe à présent sur le gold en données intraday, le gold qui est allé... le gold qui est toujours donc aussi discipliné, un gold qui est allé chercher très précisément les 1916. Cette fois-ci, les 1916 correspondaient également à la borne supérieure de ce canal baissier sur le gold, donc un niveau de résistance majeur qui nous a offert un point d'entrée optimal ici à la vente en vue d'aller chercher la borne, ce qu'on peut appeler peut-être une borne inférieure, c'est simplement une trendline qui soutient les cours. Et donc, en cas de passage en dessous de celle-ci, on pourrait se replier en direction de ce creux à 1882, un creux marqué le 14 octobre, mais également ce niveau, un niveau qui a été testé le 8 octobre. Donc, en cas de cassure de cette ligne de tendance haussière, ce serait pour aller chercher les 1882. Alors, est-ce que le gold va aller jusqu'à 1907 avant de se replier? C'est une hypothèse que j'ai émis ce matin lors de l'analyse matinale, hein, qui est disponible pour nos clients. Ici, à noter qu'il y a une résistance et c'est notre nuage, notre SSB à 1902, et donc l'hypothèse que j'ai émise serait un éventuel test des 1907 avant de se replier. Donc ce palier ici de Kijun, l'extension de ce palier de Kijun qui pourrait être testé éventuellement dans une tentative de franchissement de nuage. Ce n'est qu'une hypothèse, en tout cas, ce qui confirmerait ou non le biais haussier, ce serait une cassure ici de cette trendline, ce qui nous permettrait d'envisager un gold à 1882. En revanche, si on parvient à s'affranchir des 1907, ce serait pour tester à nouveau cette oblique baissière aux alentours des 1912 ici, et en cas de passage au-dessus, on devra faire face aux 1916, et dans ce cas-là, si on s'en affranchit, la voie serait libre jusqu'à 1932. Mais les stratégies vendeuses sont tout de même à privilégier. Nous sommes en dessous du nuage. Alors tant qu'on est en dessous des 1907, selon moi, il faut privilégier les ventes sur le gold. Alors qu'en est-il du pétrole, hein, le pétrole qui est tenu par les pays producteurs, des pays producteurs qui se démènent pour trouver une solution en vue de soutenir les cours du pétrole brut. Cependant, la Libye
fait office de tache noire sur le tableau. Une Libye qui ne cesse d'augmenter sa production de pétrole et qui met de la pression du côté offre en augmentant considérablement l'offre de pétrole quand les autres pays producteurs continuent dans leurs efforts de réduction de production en vue de soutenir les cours du pétrole. Donc, prudence pour le moment sur le pétrole. Le pétrole qui est extrêmement volatile, on le voit ici, un pétrole WTI qui est collé à cette oblique baissière. Il ne parvient plus à aller tester la borne inférieure de son range, ici aux alentours de 39,40. 39,40, c'était une zone d'achat, on a pu le constater. À chaque fois que les cours s'en approchent, des acheteurs apparaissent et cela soutient les cours. Pour l'heure, on reste bloqué sur la borne supérieure et le pétrole WTI reste dans l'impossibilité de se décoller de cette borne supérieure aux alentours des 41,20. Nous avons donc un nuage également qui est présent aux alentours des 40$. Mais attention, car la situation pourrait se décanter ici si on n'a pas de cassure tout de même de cette zone de résistance ici. La situation pourrait se décanter très précisément à ce niveau-là dans les 2 jours à venir. D'ici 2 jours, nous avons un twist de nuage et donc une faiblesse qui pourrait peut-être nous permettre de nous éloigner enfin des 40$ pour aller chercher les 38,50. Les 38,50 qui pourraient à l'avenir être une zone de stabilisation du secteur pétrolier s'il n'y a pas d'autres éléments fondamentaux qui viennent accélérer la baisse de ce marché-là pour d'autres niveaux, notamment aux alentours des 30$. Et cela est tout à fait possible en cas de progression continue de la pandémie, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Mais en tout cas, prudence pour le moment sur le pétrole. Les pays membres de l'OPEP+ sont toujours en train de se concerter. Et donc, tout est possible sur l'or noir. On passe à présent sur le marché des changes avec encore beaucoup de choses et beaucoup de difficultés pour ma part de décoder le marché des changes dernièrement. Un euro-dollar qui est de retour en dessous de cette zone, qui n'est pas parvenu à se hisser au-dessus. Un euro-dollar quant à lui qui parvient à retrouver des couleurs, qui rebondit sur un regain d'optimisme concernant les négociations commerciales entre le Royaume-Uni et le Brexit, des chiffres européens également qui ont permis de soutenir la hausse de l'euro-dollar, une hausse tout de même selon moi qui reste fragile. On reste buté aux portes des 1,18, aux alentours des 1,1790. Cette zone de résistance, on se souvient, ces mèches supérieures qui témoignaient de la présence de vendeurs à ce niveau-là. Est-ce que ce sera le cas? Encore une fois, des perspectives à très court terme pour l'euro-dollar qui sont haussières, mais prudence, un euro-dollar qui pourrait se replier face à l'impasse des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ou face à des chiffres en provenance de la zone euro, des chiffres inférieurs aux attentes. Donc hausse fragile de court terme pour l'euro-dollar, un billet vert quant à lui assez volatile, toujours aux alentours de sa zone ici, en plein repli cependant, en ce début de séance européenne, un repli qui semble s'accélérer avec une sortie par le bas du nuage et un signal de vente qui semble confirmé ici, avec, on le voit ici, une lagging span qui s'affranchit de son dernier obstacle, c'était notre Tenkan. Donc ici, c'est un signal de vente qui nous est donné par Ishimoku pour aller chercher peut-être le seuil psychologique à 93 pour le billet vert, ce qui permettrait de donner du carburant peut-être à l'euro-dollar ici pour se hisser au-dessus des 1,18. En tout cas, il y aura une barrière à 1,1825. Qu'en est-il de l'USD-TRI? L'USD-TRI qui est revenu sur sa précédente zone de support, donc un point d'entrée. On attend ici une éventuelle jambe haussière qui nous permettrait de nous affranchir de cette zone de résistance pour poursuivre donc son rallye effréné. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. D'ici quelques heures, une vidéo spéciale élection américaine sera publiée. Et donc bien entendu à 13 jours des élections américaines, les mêmes facteurs de risque pèsent: la pandémie de coronavirus, l'impasse politique aux États-Unis, notamment pour ce plan
ce plan d'aide face au Covid. Et donc, effectivement, on pourrait assister à une période qui pourrait être historique, d'où la nécessité de connaître tous les différents scénarios et les différents facteurs qui pourraient entrer en jeu. Alors, sur ce, nous mettons un terme à ce Good Morning Market. On se donne rendez-vous dès demain. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading. Merci pour votre fidélité, merci de suivre ces vidéos quotidiennes. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager le Good Morning Market. Au revoir et à demain.